avec non seulement la QCP, mais Codev Action. Donc, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, je suis Chantal Renaud, je suis présidente de l'association. Vous retrouverez autour de ce bel écran plusieurs membres du conseil d'administration. Je ne les nommerai pas tous, mais on est présent avec vous aujourd'hui. Alors, ce qu'on vous présente sur cette heure de lunch, ici au Québec, peut-être sur l'heure de l'apéro, à l'heure européenne. Donc, on vous présente une approche, un webinaire sur l'approche appréciative et positive en contexte de groupe de co-développement, évidemment. Donc, les animateurs vont nous amener à réfléchir sur des approches innovantes, rien de moins que des approches innovantes. Fait que nos attentes sont plus haut que l'écran. Non, mais comme le dit si bien d'entrée de jeu Nathalie Lafranchise, on fait quelque chose en toute simplicité, mais avec des objectifs puis avec des assises théoriques. Je vais vous les présenter sans plus tarder parce qu'on a un agenda bien chargé. Alors, on a Nathalie Lafranchise qui est professeure à l'UQAM au département des communications sociales et publiques. Elle est aussi co-chercheure principale de Codev Action. Nathalie Sabourin, donc Nathalie, qu'on voit ici, qui vous salue, elle est accompagnatrice coach pour Codev Action aussi, mais elle est aussi fondatrice du groupe Sabourin Consulte. Nous avons aussi Josiane Parnet, excuse-moi Josiane, j'ai pris un petit accent. Josiane est étudiante au MBA, ici chez nous, à l'UQAM, puis elle est aussi accompagnatrice dans le cadre du projet Codev Action. Et Maxime Paquet, Maxime qui est professeur à l'Université de Montréal en psychologie du travail et des organisations, mais il est aussi, comme on l'a dit précédemment, co-chercheur principal de Codev Action. Donc, on est bien entouré. Sur ce, je vais vous laisser la parole, chers conférenciers, et je vous souhaite un beau webinaire à tous. Merci. Merci Chantal. Je partage dès maintenant mon écran pour que tout le monde puisse suivre avec nous. Alors, voilà, donc le titre a été nommé par Chantal. Nous avons des objectifs à atteindre dans cette communication-là. Ce qu'on souhaitait, c'est se rappeler d'abord pour avoir une compréhension partagée, tout le monde, de ce que c'est la philosophie de ces deux approches-là, appréciative et positive, que nous avons combinées. Ces grands principes ou prémices et une méthodologie, il pourrait y en avoir d'autres, mais une méthodologie qui guide aussi nos actions parce qu'il faut savoir que dans le cadre de nos recherches depuis 2013, c'est la posture que nous adoptons pour accompagner les animateurs de groupes de co-développement et c'est la posture que nous souhaitons que nos animateurs et animatrices adoptent aussi auprès des membres de leur groupe. On vous présentera aussi quelques avantages et surtout, on veut partager avec vous des réflexions, puis on va vous faire participer aussi à réfléchir avec nous à des applications possibles dans le cadre des groupes de co-développement et comment on peut prendre en compte aussi les limites. Hein? Ce n'est pas une panacée, comme toute méthode, comme toute approche, il faut savoir adapter, puis on pourra faire le tour de tout ça. Alors, dans un premier temps, on commence déjà à vous faire travailler. On vous invite à utiliser le chat pour nous dire qu'est-ce que l'expression approche appréciative et approche positive inspire pour vous. Donc, utilisez le chat et je vais arrêter le diaporama juste pour qu'on puisse aussi voir le chat, de nous dire ce que ça signifie pour vous. Alors, je vois ouverture, écoute. Oui, vous aurez les supports pour la question qui a été posée. Polarité, opportunité, mise en valeur, feedback positif, créatrice, prendre soin, motivation, encouragement. Je lis rapidement, là, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Constructive, valorisante, rétroaction. Alors, on vous invite à continuer d'inscrire dans le chat ce qui vous inspire et on a un petit sondage pour vous. Alors, je vais repartager mon écran. Donc, ce que nous souhaitons aussi,
c'est savoir à quel point vous intégrez ces approches-là dans votre pratique. Alors, Maxime va activer un sondage. On vous demande d'y répondre rapidement. Et à ce moment-là, on pourra voir apparaître les réponses de tout et chacun. Et ainsi, ça nous permettra, nous, d'ajuster notre discours un peu, savoir est-ce que vous connaissez peu ou beaucoup ces approches-là. Et surtout comment vous les appliquez dans votre pratique. À quel point vous les appliquez. Donc, pour le moment, on voit quand même un certain équilibre, quand même un peu plus de personnes qui ne les intègrent pas dans la pratique de groupes de co-développement, quelques personnes un peu, et d'autres en moindre nombre, en plus petit nombre, qui les utilisent déjà dans leur approche de groupes de co-développement, dans la manière d'animer ou d'accompagner les groupes. Donc, très bien. Maxime, est-ce que c'est stable? Tout le monde a répondu? C'est terminé. C'est terminé. Alors, ça nous donne un petit aperçu. Donc, on voit que les personnes qui sont avec nous veulent en savoir plus, l'utilisent peu dans leur pratique, à part quelques exceptions. Donc, on peut fermer le sondage. Maxime, tu peux fermer le sondage? C'est fait. C'est fait, parfait. Alors, je vais retourner à ma diapo. Donc, pourquoi on s'intéresse à ça? Bon, je vous l'ai dit d'entrée de jeu, nous, on l'utilise dans le cadre de nos recherches, mais il y a un contexte actuel aussi. Hein? Tout le monde, on vit un contexte planétaire, là, à l'échelle planétaire du COVID. Il faut repenser nos manières de fonctionner, mais même sans ça, on avait déjà des préoccupations grandissantes par rapport à les besoins des nouvelles générations, la technologie, l'environnement, les problématiques sociales. Donc, il y a un besoin de penser et de faire autrement. Donc, pour nous, c'était le bon moment, c'était un momentum pour revoir ces approches-là qui existent quand même depuis très longtemps, depuis plusieurs décennies, mais ça tombait à point. Alors, on va faire un petit rappel sur ce que c'est. D'abord, une philosophie, ses prémices. On parlera de questions génératives parce que les auteurs qui traitent de ces approches-là parlent beaucoup de générativité, on pourra l'explorer ensemble, et les méthodologies. Donc, dans ce contexte que je viens de vous nommer, en approche appréciative et positive, on conçoit que les personnes fonctionnent mieux, s'épanouissent mieux, se développent, et les organisations aussi, lorsqu'on est capable de savoir ce qui est le meilleur en nous, tout ce qu'on a déjà fait qui est positif et qui nous aide à avoir les assises pour créer le futur. Alors, dans cet esprit-là, l'approche philosophique, ben, on dit qu'elle est à la fois philosophique, mais pragmatique aussi, parce qu'on conçoit que c'est à travers les interactions qu'on crée de la nouvelle connaissance, mais aussi il y a une visée très pragmatique qui est la transformation, qui sont des changements plus profonds. Certains auteurs vont même parler de changements identitaires, de changements révolutionnaires, dans le but d'augmenter les capacités des personnes et des organisations. Et ça passe par la construction sociale de la réalité en interaction avec les autres. Quand on parle des prémices, encore là, c'est un rappel pour les personnes qui connaissent bien ces approches-là. Bien sûr, ça va être un rappel pour vous. Pour les autres, il faut retenir quand même 6 prémices qui sont des grands principes de ces approches appréciatives principalement et positives. Bon, je viens de le dire, dans chaque organisation, il y a des choses qui fonctionnent bien. Chez les personnes aussi, il y a des choses qui fonctionnent bien. Dans le passé, on a fait preuve de force, donc il faut chercher les forces autant dans les organisations que chez les personnes. Il y a des histoires de succès du passé qui sont encore pertinents pour s'y appuyer, pour créer le futur, pour le construire.
Et on conçoit aussi qu'on est beaucoup plus confiant d'avancer vers le futur quand on apporte un petit peu de passé avec soi. Quand on peut reconnaître qu'on a des histoires de succès, qu'il y a des choses qui ont déjà bien marché. Donc, ça nous permet d'anticiper le futur de manière plus confiante. Aussi, dans ces approches-là, on valorise beaucoup la différence. C'est ce qui permet d'aller chercher les forces de chacun. On a tous des forces, mais on n'a pas toutes les forces. Donc, les interactions avec les autres deviennent importantes pour bénéficier, pour combiner les forces de chacun pour encore là construire ensemble. Et autre élément de cette approche-là à retenir, c'est que le langage, la communication est importante dans ces approches parce que c'est ce qui crée notre réalité. Les mots qu'on choisit, la manière de parler, on va faire un petit exercice là-dessus dans quelques minutes. C'est ce qui crée notre réalité. Si on parle de manière négative, nos pensées, nos idées vont influencer ce qu'on ressent et nécessairement nos actions. Et à l'inverse. Donc, ce sont des prémices de base qu'on doit avoir en tête quand on veut travailler dans une approche appréciative et positive. Et je mets un petit accent sur le mot positif. Le mot positif, quand on dit on cherche le positif, ce n'est pas la finalité. On ne veut pas mettre l'accent seulement sur le positif. Le positif est un moyen pour créer cet état d'esprit dans lequel on va être et qui a des effets de libération d'aspiration, qui nous aide à être plus créatifs, qui stimule le développement, qui donne de l'intérêt, qui stimule l'engagement, qui même favorise le lien avec les autres. Alors, c'est cet état d'esprit-là qu'on cherche et qui permet de bien s'inscrire dans ces approches. On voit ici l'importance des émotions positives à créer. Donc, exemple, si je suis animateur de groupe de co-développement ou animatrice, bien, je vais penser à ces prémices-là, puis je vais essayer d'accueillir les personnes pour créer cet état d'esprit-là qui a ses effets au niveau de la flexibilité, de l'ouverture, créativité, je l'ai déjà dit, qui aide à intégrer les nouvelles connaissances, les nouvelles informations, qui nous aident à être efficients, qui nous permet de percevoir des opportunités qu'on ne voyait pas avant. Donc, cet esprit-là nous ouvre sur de nouveaux horizons et qui nous aide à être résilientes dans les situations qui sont plus difficiles. J'ai mis un accent aussi sur le langage, l'attention et la réalité perçue. Donc, je vous ai donné deux possibilités. Soit on adopte une approche axée sur le problème ou une approche appréciative et positive. Et là, il ne faut pas voir que l'approche par problème est un problème en soi. Ça peut être très utile. Mais là, on parle plus d'un état d'esprit dans lequel on arrive. Donc, si vous lisez, je vous laisse lire pour vous-même les mots sous chacune de ces approches-là. Soyez attentifs à ce que ça vous fait ressentir. Si on lit les mots problème, erreur, faiblesse, etc. Et à l'inverse, si on lit les mots occasion d'apprentissage, opportunité, force, capacité, etc. Si vous êtes attentif à votre ressenti, vous allez voir qu'on ne ressent pas les mêmes choses. Et c'est pour ça que c'est important de mettre l'accent sur les mots qu'on choisit quand on interagit dans un groupe de co-développement avec nos participants et même la manière d'aborder le groupe de co-développement. Alors, une autre façon de s'y prendre, c'est de poser des questions. Vous savez, à l'étape 2, dans un groupe de co-développement, on pose des questions. Donc, on vous parle souvent au Québec, nous, de questions puissantes. Si vous avez suivi une formation avec la QCP, on parle souvent de questions puissantes. Plusieurs auteurs sur lesquels on s'est basé parlent de questions génératives. Dans le fond, génératif, ça veut dire un état qui crée de la nouveauté et qui nous permet de l'utiliser dans notre pratique.
Donc, qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces questions-là? Elles vont être personnelles, donc elles touchent la personne. Elles sont explicites, authentiques, innocentes. J'aime bien ce mot-là. Ça, c'est Clutterbuck quand il présente les questions puissantes. C'est comme ça qu'il les appelle. Et qui dit, ben, il n'y a pas d'agenda caché derrière la question. C'est vraiment c'est une vraie question. Alors, j'aime bien ce mot-là. Bienveillante, significative. Elles font écho, elles résonnent intellectuellement et émotionnellement chez la personne. C'est l'effet souhaité. Elles peuvent être surprenantes, c'est des zones d'ombre pour la personne, c'est des questions qu'on ne se serait pas posées nous-mêmes. Et là, d'autant plus important d'accepter la diversité parce que c'est ça qui nous ouvre sur d'autres façons de penser. Et elles sont ouvertes, justement, comme je l'ai dit, elles ouvrent sur de nouvelles perspectives, de nouvelles réalités. Une question ouverte, ça commence par qui, quoi, comment, en quoi. Donc, il n'y a pas de « est-ce que tu as essayé de ». C'est une question ouverte et on la lance comme ça. Donc, on a un premier petit exercice à vous faire faire. Vous allez être séparés dans des chambres en duo. Maxime s'occupe présentement de créer ces chambres-là et on vous demande de transposer les questions que vous voyez à l'écran. Donc, quel est le problème? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Vous pouvez peut-être les prendre en note déjà et de tourner ça dans l'esprit d'une approche appréciative et positive. Essayez de poser les questions autrement pour susciter cet état d'esprit-là qui ouvre sur plus de créativité. Alors, Maxime, lorsque c'est prêt, tu pourras inviter les personnes à rejoindre les différentes chambres. C'est rapide, hein, parce que c'est un webinaire d'1 heure. On aurait pu prendre 1 heure juste pour explorer tout ça, mais on veut être une petite étincelle pour vous aujourd'hui, puis vous amener à réfléchir sur ces approches-là, mais dans ces approches-là aussi. On va juste attendre que tout le monde revienne. Ouais, ces salles ferment automatiquement actuellement. Oui, parfait. On n'a pas eu le temps. Non, c'est rapide, c'est très rapide. Mais si vous avez répondu juste à une question, c'est parfait. Là. De toute façon, ce support-là, on va vous le partager. Donc, vous pourrez y revenir et vous pourrez retravailler tous ces éléments-là à tête reposée. Mais comme on l'a dit, on veut juste être une petite bougie d'allumage, attirer votre attention sur certains éléments. Alors, tout le monde est revenu, Maxime? Oui. Parfait. Alors, je vais partager à nouveau mon écran. Et je vais donner la parole à Nathalie Sabourin, ma collègue, qui va faire le tour de ce que nous, on vous propose. Et vous pourrez comparer avec ce que vous aviez pensé déjà pour ces questions-là. Ce n'est pas la bonne réponse, j'insiste, c'est juste une réponse. Il pourrait y en avoir d'autres, mais c'est les idées que nous, on voulait partager avec vous. Alors, Nathalie, je te donne la parole. Oui, merci beaucoup. Ça me fait tellement plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je vois qu'il y a des visages très familiers, des amis qui sont proches, des collègues, des gens qui ont participé à nos 2 grands événements Proxima. Alors, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Comme Nathalie a mentionné tout à l'heure, on parle des approches appréciatives. Ça s'insère justement dans la psychologie positive, bien sûr, ces différentes approches. Une des approches est bien sûr l'approche appréciative qui a été développée par Cooper Ryder. Et dans les principes de Cooper Ryder, il nous mentionne, comme Nathalie a dit tout à l'heure, que le langage crée notre réalité. Et probablement, c'est ce que vous avez vécu tout à l'heure quand on travaille justement à réfléchir à comment est-ce qu'on va formuler nos questions. Et on pense que c'est simple de formuler des questions,
mais c'est quelque chose qui prend du temps, qui prend de la réflexion, une prise de recul. Et on le sait qu'aujourd'hui, on vit dans un monde de complexité. Les choses ne sont plus compliquées. Les formules mathématiques, c'est compliqué. Créer un avion, c'est compliqué. On vit dans un monde qui est complexe. En ce moment, on est dans notre 3e mois de confinement. Puis on a besoin, comme personne en accompagnement, l'accompagnement a toute sa place. Et comment est-ce qu'on accompagne les gens? Et on a besoin de les accompagner, soit pour les aider à rebondir. Quand on parle de rebondir, c'est beaucoup recadrer. J'ai cette chance-là d'être dans mon bureau en ce moment, puis j'ai une belle fenêtre, j'ai un arbre qui est devant moi, les feuilles commencent à sortir. C'est une source d'énergie pour moi. Sauf que je suis entourée autour de moi de gens qui vivent beaucoup de difficultés. Alors, comment est-ce que je peux les accompagner, soit des individus, soit des équipes, des organisations? Et je vais surtout les accompagner avec des questions. Et c'est quelles questions que je vais les poser justement pour les aider à rebondir, soit les aider aussi à reprioriser, parce que c'est ça qu'on a besoin aussi de revoir, ou de se réinventer. Et je pense que tout le monde qui est ici, si vous étiez intéressé justement à l'approche appréciative, c'est que peut-être que vous êtes comme moi, puis comme Nathalie et tous ceux qui sont dans la recherche aussi, c'est qu'on croit fondamentalement dans la multidisciplinarité, la puissance de la combinaison des approches. Et donc, oui, le co-développement, on a beaucoup parlé des 3 P, les problèmes, les préoccupations, les projets. Mais je pense qu'on est dans un contexte qu'en tout cas, moi, j'ai toujours été inspirée comment combiner l'approche appréciative, être moins dans les mots de problèmes et de préoccupations, mais être dans des mots comme la vision, être dans des mots d'opportunité, être dans des mots comme les possibilités. Et j'ai été vraiment fascinée dans ma pratique de voir comment, dans le choix des mots, ça pouvait justement générer beaucoup plus de possibilités. Alors, donc, quand on parle de l'approche appréciative, comme Nathalie a mentionné, on parle donc d'une philosophie qui s'insère dans la psychologie positive. On parle de prémices et donc que le langage crée notre réalité, de travailler aussi sur des questions qui sont porteuses de co-création, d'imagination et d'ouverture et de mise en mouvement. Parce que le co-développement est au cœur de ces processus qui nous amènent en mouvement vers la transformation. Alors, je vais juste m'en aller à la prochaine page. Oui. Merci, Nathalie. Donc, comme on mentionne, il y a les philosophies, bien sûr, de psychologie positive, puis il y a des différentes approches. Celle qui, nous, on a utilisée dans le cadre de la recherche, j'ai ce bonheur depuis 7 ans de faire partie de l'équipe de recherche de Codev Action. Et j'ai eu cette chance au départ avec Nathalie, donc d'être la coach d'animateur de groupe de co-développement. Et dans les 3 dernières années, donc, je suis la coach des animateurs de groupe de co-développement. Et quand on a décidé ensemble puis de co-créer le programme d'accompagnement, on s'est inspiré de l'approche appréciative. Dans tout ce qu'on a fait, parce qu'on s'est dit on a besoin d'avoir un modèle qui va nous guider autant au niveau de l'accompagnement individuel, autant au niveau de l'accompagnement de groupe et autant au niveau de l'accompagnement des organisations. Et donc, parce que c'est dans ces 3 sphères-là qu'on accompagne. Et le modèle qui a été développé par Cooper Ryder, et où est-ce qu'il y a toutes sortes d'auteurs que vous voyez des sources ici au bas de l'écran, qui les ont analysés, qui les ont regardés, qui les ont amenés vers d'autres niveaux, qui les implantent dans des contextes de gestion de changement humaine et transformationnelle. La méthodologie de Cooper Ryder donc, a 4 grandes étapes. Et la première, c'est une étape de découverte. Et comme Nathalie a mentionné, la philosophie, ça part qu'on veut partir des éléments qui fonctionnent bien, les éléments dont on est fier, les éléments qui sont nos forces, d'accord? Et je pense à tous vous autres et à tout le monde qui, par exemple, dans le contexte du confinement,
ont dû revoir leur pratique du présentiel à une pratique en ligne. Et les gens qui sont capables de le faire assez rapidement se sont réancrés dans leurs forces, se sont réancrés dans des choses qu'ils ont été capables de faire dans le passé. Parle-moi d'un moment où est-ce que tu as vécu une situation extrêmement difficile. Parle-moi d'un moment où est-ce que tu as pris des risques. Parle-moi d'un moment où est-ce que tu as eu l'impression, où est-ce que tout ce que tu avais bâti n'existait plus. Et on a tous réussi à se réinventer en se repositionnant par rapport à nos forces, par rapport à des éléments qui ont été des sources d'énergie pour nous. Et souvent, les gens ont de la difficulté à s'amener dans le changement. On dit que les gens résistent le changement, mais toutes les recherches vont le dire que les gens s'amènent dans le mouvement quand on est capable de partir de quelque chose qui est positif. Donc, cette partie de découverte, comme je vous mentionne, on peut accompagner, nous, on a accompagné des animateurs de groupes de co-développement en leur demandant, justement, en comprenant dans quoi ils sont bons. Et on a accompagné aussi des organisations, certaines peut-être un peu compliquées, où est-ce qu'on pouvait voir qu'il y avait des opportunités d'implanter des groupes de co-développement. Wow, il y a tel gestionnaire qui fait des choses le fun. Wow, il y a déjà ces gestionnaires-là qui se réunissent ensemble, ils ne font pas du co-développement, mais bon, il y a déjà quelque chose qui est en mouvement, il y a quelque chose de positif là, on peut être des catalyseurs de changement. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que au lieu de parler de problèmes, parlons de, si on se projette dans 6 mois, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qui aura changé? Moi, dans ma pratique, je me serais dit, oui, j'aurais accompagné des organisations qui se seront transformées. Oui, il y aurait eu plus de créativité. Oui, il y aurait eu des choses extraordinaires et on voit des choses absolument extraordinaires. Donc, même si on sait aujourd'hui, là, on a besoin de clarté temporaire, on n'est plus capable de se projeter là, dans très longtemps. Mais est-ce qu'il y a une certaine clarté temporaire? Est-ce qu'on peut accompagner les gens vers une certaine vision? Donc, imaginez dans des groupes de co-développement, quand on fait des lancements, etc., on peut le faire en disant, wow, si on a un groupe de co-développement, on va être 8 moments ensemble, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on va vouloir avoir transformé chez nous, dans notre organisation, dans notre groupe, dans nos individus. Ça, c'est la deuxième étape. Le troisième, bien, c'est sûr que là, si on se met dans l'action, on fait le design de tout ça, comment est-ce qu'on va réussir. Donc, dans l'accompagnement, c'est quoi le processus qu'on va mettre en place? C'est quoi la méthodologie? Nous, au niveau de la recherche, on a mis des choses en place pour accompagner les individus, les équipes et les organisations, bien sûr. Et la dernière étape, bien, c'est justement, c'est le destin, cette destination-là, mais c'est de se dire comment je vais mesurer mes progrès. Comment est-ce que je vais mesurer mes progrès? Puis comment est-ce que je vais célébrer mes bons coups? Okay? Parce que c'est faire en sorte qu'on va mettre des choses pour garder le momentum puis être en mouvement constamment. Le grand danger, c'est souvent qu'on reste juste, qu'on accompagne dans la découverte et le désir, vous savez, mais on ne met pas des choses en place pour susciter le momentum, pour garder le changement. Donc, c'est le destin. Alors, un modèle que nous, on a intégré dans la recherche, que moi, j'intègre dans ma pratique d'accompagnement, et comme on croit que c'est la synergie des pratiques, la multidisciplinarité qui va nous amener à trouver des solutions dans un monde complexe aujourd'hui. C'est pourquoi est-ce qu'on voulait vous partager ces approches qui existent depuis longtemps, comme Nathalie a mentionné, mais qu'on croit très, très pertinentes de par la synergie de leurs forces. Merci beaucoup, Nathalie, pour tout cet exposé, puis le résumé de l'approche, puis tous les liens que tu as fait avec ce qu'on fait, nous, dans le cadre de notre recherche. Maintenant, en lien avec ce que Nathalie a dit, on va vous partager quelques extraits de témoignages de personnes que nous avions accompagnées dans la première phase de la recherche, au moment où moi et Nathalie, on était 2 coachs pour environ une dizaine de personnes animatrices. Elles étaient 11, ils et elles étaient 11 précisément. Et je mets ça en lien avec ce qu'on nous dit dans la littérature de qu'est-ce que ça a comme effet
d'adopter ces postures-là appréciatives et positives. Donc, un des effets qui est nommé par les auteurs, c'est que ça révèle et ça renforce les forces, la confiance en soi et le pouvoir d'agir. Et là, on a choisi 2 extraits provenant de notre collecte de données qui témoignent très bien de cet effet-là chez les personnes que nous avons coachées dans l'esprit de l'approche appréciative et de l'approche positive. Autre élément, on nous dit que ça stimule intellectuellement et émotionnellement les personnes. Encore là, on a trouvé des extraits de personnes qui nous témoignaient dans leur journal de bord ou lors des rencontres de coaching qu'on enregistrait, qu'on faisait des verbatims et qu'on analysait par la suite. Ces 2 extraits-là, il y en a d'autres. On a choisi ceux qui représentaient le mieux l'énoncé. D'autres, et vous aurez le support, donc vous pourrez relire ces extraits-là par la suite. D'autres éléments que la littérature nous révèle, on nous dit que ça suscite l'engagement, l'action ou les actions, essayer des nouvelles choses, adopter de nouveaux comportements. Donc, encore là, on a choisi un extrait d'une personne qui exprime très bien l'effet que ça a eu sur elle de se faire coacher dans cet esprit-là. Ça crée de l'intimité interpersonnelle. Hein? Quand on se raconte des histoires ensemble, quand on rentre dans notre intimité professionnelle, dans nos gestes quotidiens, puis qu'on réfléchit ensemble, ça crée cette intimité-là et elle est importante dans une approche appréciative et positive, mais elle est importante dans n'importe quelle relation interpersonnelle qu'on veut générative, qu'on veut ouvrir sur des nouvelles idées, créer de nouvelles façons de penser et de nouvelles façons de faire. Alors, encore une fois, on voit que le fait de créer cette intimité-là, ça donne confiance, ça facilite la collaboration et la coopération. Et un dernier énoncé que la littérature nous révèle et que ça, on n'a pas trouvé et c'est probablement en lien avec les questions qu'on posait ou la manière de mener notre recherche qui était moins axée sur les transformations organisationnelles, mais beaucoup plus axée sur les transformations personnel, professionnel. Donc, c'est la raison pour laquelle on n'a pas vraiment de résultats là-dessus pour le moment, issu de la première phase. La deuxième phase, présentement, on a des questions sur ces éléments-là. Donc, dans une future communication, on pourra vous en partager. Donc, on nous dit que ça facilite des changements au niveau de la culture organisationnelle, ça crée des transformations qui sont plus profondes que juste changer une piste de solution pour une autre. Donc, ça touche les valeurs, ça touche des croyances professionnelles dans l'organisation. Donc, c'est beaucoup plus profond. On vous propose un deuxième exercice et là, vous allez être jumelés. Vous allez être jumelés en équipe de 4 personnes. On va vous accorder environ 7 à 8 minutes pour ça. Donc, encore là, c'est très court. Et les consignes sont les suivantes. On vous demande d'abord d'identifier une personne qui va pouvoir apporter dans le chat vos idées quand on va revenir en plénière. Et on vous demande de répondre à la question posée et inscrivez toutes vos idées, que ce soit dans le chat quand vous allez être en équipe ou sur une feuille de papier pour garder vos notes, sauvegarder vos réponses. Donc, la question, c'est comment vous pensez que vous pourriez susciter de la générativité, donc de la créativité, mettre dans l'état d'esprit qu'on a identifié depuis le début de la présentation, dans vos séances ou dans les séances de groupe de co-développement, à chacune des 7 étapes. Donc, pour les personnes qui connaissent, j'imagine que vous connaissez bien les groupes de co-développement, vous pourrez vous rappeler ces étapes-là. Puis, qu'est-ce que vous pourriez faire concrètement si vous étiez en train d'animer une séance de groupe de co-développement? À chacune des étapes, comment vous pourriez être dans cet esprit-là des approches appréciatives et positives pour créer de la générativité? Alors, Maxime va revenir un peu sur les résultats. J'aimerais entendre au moins 2 personnes là, sur des éléments que vous avez proposés. Donc, vous prenez la parole si vous souhaitez partager. J'aurais une découverte. Oui. Alors,
Nathalie, l'autre Nathalie, moi, l'équipe, on a bloqué dans le premier parce qu'on était toujours dans la résolution de problèmes. Et lorsque Mme Sabourin, moi, je suis en management, lorsque Mme Sabourin expliquait les deux, je les ai transférés en gestion et j'ai dit, soit on est dans une approche diagnostique, soit on a une approche sur vision organisationnelle. Alors là, je me suis dit tout de suite, étape 0, préparation, c'est là que ça commence. Au lieu de dire c'est quoi votre problème, c'est déjà une question de vision. Là, j'ai compris ça. J'ai dit, à minute, on a une question de vision, toutes les autres étapes viennent de changer. Exact, oui. C'est ça. Ah oui. Alors que quand on commence tout de suite au problème, on reste dans ce paradigme-là. C'est ça que j'ai compris de votre présentation, Mme Sabourin. Puis mon amie, ma nouvelle amie Nathalie était d'accord, mais les autres n'ont pas été capables de se rejoindre. Je ne sais pas si je peux avoir une réaction de Mme Sabourin. Bien, on va manquer de temps, mais peut-être que je vous invite par la suite, vous aurez nos coordonnées si vous voulez discuter avec l'une de nous. Ça pose aucun problème. Il y avait une autre personne qui avait levé la main, Corinne Dugas, qui voulait s'exprimer. Alors, juste dans le groupe, alors ça a été très court aussi, on a beaucoup parlé déjà de l'état d'esprit positif de l'animateur ou de l'animatrice, puisque cet état d'esprit va être super important. C'est ce qui va apporter de l'énergie positive tout au long de la séance. Et que les questions de la préparation aussi avec le client, de reformuler déjà ces questions de manière positive, ça va aider à garder cet esprit-là aussi tout au long de la séance. S'appuyer sur les forces du groupe, et moi je parle souvent des super pouvoirs, et pour finir aussi, les brise-glaces, le brise-glace qui peut déjà mettre en début de séance quelque chose de positif. Voilà. Très bien, très bien. On vous invite à inscrire dans le chat pendant qu'on va poursuivre pour ce qui nous reste. Il nous reste une dizaine de minutes à inscrire vos idées. Sachez que tout ça pourra être partagé avec vous par la suite. Donc, toutes les idées qui sont inscrites, c'est encore là une belle occasion de partager ensemble et de co-construire ensemble. Je repartage mon écran. Alors, est-ce qu'on voit mon écran? Oui, on est à la question. Parfait. Excellent. Alors, je redonne la parole à Nathalie. Tu auras l'occasion de répondre en même temps. Exact. Et pour les 3 prochaines diapos. Et ensuite, on donnera la parole à Josiane au sujet des limites. Exact, super. Chantal, je me permets de te tutoyer. C'est ça, je vais être vraiment dans cet esprit-là pour aussi te répondre. Comme je mentionne, écoutez, quand j'ai découvert le co-développement en 2011, moi, ça a été un coup de cœur professionnel. Je pense qu'il y en a plusieurs qui le connaissent. Il y en a qui sont sur la ligne, qui me connaissent depuis longtemps. Et puis, beaucoup des choses que vous allez retrouver dans le guide pratique pour collaborer, agir mieux autrement dans notre guide, quand vous allez lire, vous allez retrouver cet esprit-là de l'approche appréciative. Pour moi, la première chose, c'est comment on organise justement les premières rencontres, quand on va lancer, quand on va démarrer notre groupe de co-développement. De mon côté, je l'ai toujours fait avec une approche justement d'accompagner un groupe dans une vision. Qu'est-ce qu'on voulait réussir ensemble? Si on se projetait dans 8 à 12 mois, ça serait quoi le succès? Comment est-ce qu'on va mesurer notre succès ensemble? Quel allait être aussi le thème de notre groupe de co-développement? J'y réfléchi beaucoup, on collabore avec les organisations et réfléchir, mais comment est-ce que je peux avoir un thème qui va être porteur? L'autre chose aussi, c'est d'inviter les gens à se fixer un objectif individuel lors du lancement. Pourquoi est-ce que je rentre dans ce groupe de co-développement-là? Comment est-ce que je veux être dans 8 à 12 mois? Et ensuite, nous, au niveau de la recherche, on a vraiment fait en sorte qu'à chacune des séances de co-développement, les gens se fixent un objectif. Et l'objectif nous amène vers le futur que l'on va co-créer ensemble. Ensuite, bien sûr, l'étape 0.
Vous allez retrouver sur le site de la recherche de la QCP aussi les documents, les questions qu'on vous invite à poser. On a fait des vidéos et on a une démonstration d'une étape 0 aussi. Mais l'étape 0, c'est tellement important. Puis oui, Chantal, comme tu mentionnais, comment est-ce que je peux amener la personne déjà à l'étape 0 de sortir de son problème? Puis c'est quoi les questions que je vais lui poser? Donc, nous, dans les nouvelles fiches que l'on a développées pour notre événement Proxima, vous avez vu qu'on les a évoluées là aussi, mais de pouvoir amener les gens, justement, c'est quoi ton objectif? Qu'est-ce que tu veux réussir? Comment est-ce que tu vois que le changement, quel changement, qu'est-ce qui aurait changé en toi suite à la séance de co-développement? Puis souvent, les gens sont très tournés vers le problème ici et aujourd'hui. Quand on les amène plus vers le futur, on vient plus dans une vue d'hélicoptère et on devient plus stratégique. Bien sûr, il y a quelqu'un qui a parlé justement des brises-glaces, tout ça, les check-ins. C'est extrêmement important en début de rencontre pour créer du sens puis de faire en sorte qu'on est dans un moment qui va être un peu comme un oasis. Comment est-ce qu'on peut se sortir? On est dans des environnements où est-ce que c'est problème-solution, problème-solution. Donc, quand on vient dans les groupes de co-développement, comment est-ce qu'on peut être vraiment dans une prise de recul? Comment je crée cet environnement-là qui va permettre aux gens de réfléchir autrement, d'être créatifs, d'innover ensemble? Alors, je vais juste aller à l'autre page. Bien sûr, ensuite, c'est de regarder comment les approches appréciatives peuvent vous inspirer à chacune des étapes. On a parlé justement de l'étape 1. Bien sûr, l'étape 2. Donc, quelles sont les questions génératives qu'on va poser? On sait très bien que le co-développement, il a évolué depuis la création du livre. Donc, avec Adrien Payette et Claude Champagne, le coaching a pris toute sa place. Donc, l'étape 2 est beaucoup plus une étape. C'est pour ça que dans notre guide, moi, j'ai rappelé aussi qu'on est des consultants et aussi on est des coachs. Donc, et on le sait qu'en créativité, ce qui va nous amener le plus de possibilités, c'est en posant des questions avant de se mettre en résolution de problèmes. Ensuite, pour ceux qui nous ont suivis dans la recherche, on a formulé l'étape 3 en la divisant l'étape 3A, l'étape 3B. On l'a vu dans Proxima, les gens qui l'ont découvert, ça, comment est-ce que ça a justement ouvert d'autres champs de possibilités. Donc, on s'en est inspiré là aussi, amener les gens à exprimer. Le 3A, c'est « je comprends, j'entends, je ressens et je me pose la question suivante » et accompagner le client à reformuler son besoin avec une question qui est beaucoup plus porteuse et orientée vers le futur. L'étape 4, donc comment on anime l'étape 4 pour favoriser justement de la créativité, offrir aussi du soutien. Nous, on dit souvent à l'étape 4, il y a les idées créatives, il y a les questions de réflexion et ensuite il y a le soutien, le cœur. Comment est-ce que les gens peuvent aussi aider les gens entre les séances de co-développement. Les étapes 5, 6 et dans le guide pratique Collaborer, agir, on a formalisé l'étape 7. Si importante l'étape 7 parce que quand on parle justement de l'approche appréciative, c'est qu'on parle de transformation, on parle de changement durable. Donc, comment est-ce qu'on fait l'étape 7 justement pour être capable d'amener les gens vers la progression, pas seulement d'un point de vue individuel, mais aussi d'un point de vue collectif. Et bien sûr, pour nous, c'est très important de mettre en place des bilans de mi-parcours et de fin-parcours. Si vous allez sur le site de Codévation, on a développé un outil là-dessus et toutes les questions sont dans l'esprit comme d'un World Café, donc avec des questions qui sont beaucoup positives et tournées vers l'avenir et la découverte des forces. Alors, je vais passer la parole pour la conclusion à ma collègue Josiane, parce que bien sûr, vous me connaissez, je suis une positive et une enthousiaste, mais tout comme n'importe quelle méthodologie, il faut bien s'assurer d'utiliser les bonnes au bon moment, dans le bon contexte et pour les bons besoins. Alors, je passe la parole à Josiane. Merci, Nathalie. Oui, alors on parle de limites, on peut aussi mettre les lunettes de l'opportunité. Ouais. Et faire l'exercice tout au long. Alors, le premier point, c'est la qualité des questions. Et là, la composition du groupe va être essentielle. On pourrait tenter de mettre les personnes de même niveau d'expérience, alors que valoriser la diversité et accepter des idées même les plus divergentes, les plus marginales, vont permettre de former cette fameuse question puissante qu'on attend tous. L'émotion qu'on dit négative, pour ma part, ça n'existe pas. L'émotion, c'est en latin, c'est emovere, c'est-à-dire mettre en mouvement.
Et l'émotion, c'est ce qui fait avancer. Alors, si on n'accepte pas, la porte va être fermée. Les personnes vont finalement se bloquer, alors qu'une attitude compréhensive va mettre en place de la confiance et de l'intimité entre les personnes, ce qui va être un foyer positif. Finalement, vous voyez que c'est une affaire de la facilitation, c'est une affaire de chef d'orchestre, expert de la méthode, mais surtout chef d'orchestre qui va construire le terrain, qui va permettre aux personnes en fait de se réapproprier leur potentiel et puis de redessiner leur avenir. Alors, à la diapo suivante, puisqu'on parle de terrain, il faut aller regarder si on est sur le bon terrain. Le contexte, quelle est la politique de l'organisation, sa philosophie, la qualité de la communication, les ressources pour mettre en place le changement et le maintenir, des climats de tension, peut-être de compétition. Bref, en clair, il faut étudier tout ça. Et ce qui est vraiment à souligner, c'est le milieu hiérarchisé. Si c'est trop hiérarchisé, votre client n'aura ni la marge de manœuvre, ni les ressources, ni l'appui de son supérieur pour mettre en place son plan d'action. Et en fait, pour éviter de rentrer dans ce type de processus, eh bien, les questions donc, de l'étape 2 et 5 vont permettre de baliser la voie de succès pour éviter même de nuire à la crédibilité de la démarche. Parce que quand on ne réussit pas, finalement, on remet en cause la pertinence de la démarche. Donc, c'est ça qu'on veut à tout prix éviter. Alors, dans le dernier point, c'est une question de posture à la posture. C'est toute une question d'humilité, en fait, de subtilité. Trop de positif tue le positif. Il y a perte de crédibilité. Le contexte de la séance, les aléas, la maturité du groupe. Quand le groupe débute, eh bien, il cherche un petit peu et puis on va, au fil du temps, ça va évoluer. Les situations particulières, je pense par exemple à la phase d'éveil quand on est dans un changement. Vous savez, la stupeur d'une nouvelle qui place la personne juste dans la recherche de sens, puis à ce moment-là, elle ne va rien pouvoir entendre. Confondre une formulation négative avec une attitude négative, faire des renforcements positifs sur une objection, c'est en fait aller à contre-courant alors qu'il faut aller dans le sens du courant pour aller vers la rive. Et éviter de gérer les tensions, eh bien, c'est créer de l'énergie résiduelle négative qui va dévier le groupe de sa trajectoire de production. Il y a une solution à tout ça, c'est voir le positif derrière l'ombre. C'est l'appréciation de l'ombre qui consiste à saisir chaque opportunité dans l'événement pour la transformer en positif et mettre en mouvement graduellement. Conclusion maintenant. Merci, Josiane. Alors, on arrive à la fin, on a même dépassé de 2 minutes notre temps. En conclusion, on pourrait tous et toutes avoir une synthèse différente. Je vous expose ma synthèse à moi, les éléments qui ressortent, il pourrait y en avoir d'autres. Je vous invite à les écrire dans le chat présentement, les éléments que vous retenez qui font partie de votre synthèse de la présentation d'aujourd'hui. Et je vous invite aussi, je vais donner la parole pour une piste, Nathalie, et une piste, Josiane, et pour toutes les participantes et tous les participants, vous pourrez ajouter dans le chat les pistes d'applications diverses que vous entrevoyez de ce qu'on a dit aujourd'hui. Alors, Nathalie? Pour moi, mon message est de continuer à trouver des moyens pour trouver de la créativité dans notre contexte complexe et ne restons pas seuls parce que ça va être ensemble qu'on va réussir à traverser cette période. Et ce webinaire, j'espère, vous inspire par le message de la multidisciplinarité et sa puissance. Merci, Nathalie. Josiane? Les pratiques de gestion, vous accompagnez des gestionnaires, c'est partout, à tout le temps. Et puis finalement, on peut faire même le lien avec l'ISO 26000 qui est prendre soin des gens, des personnes, de la planète, finalement. Tout à fait, tout à fait. Et j'ajouterai à ça l'importance de l'accompagnement. Nos personnes présentement dans les organisations ont besoin d'être accompagnées, ont besoin qu'on crée ces petits îlots d'état d'esprit où est-ce qu'on peut avoir de l'espace pour être. Et cet accompagnement-là est précieux pour
les aider à se tourner vers le futur avec un peu plus de confiance et tout en s'appuyant sur des succès passés, construire ce futur meilleur avec les autres. En terminant, on vous invite aussi à nous informer de ce que vous aimeriez approfondir. Alors aujourd'hui, on vous a parlé, on a été une bougie d'allumage, comme je l'ai dit au tout début. On vous a parlé de notre expérience, de nos expériences dans l'esprit des approches appréciatives et positives. Mais peut-être que pour vous, il y a des éléments qu'on a abordés aujourd'hui que vous aimeriez approfondir dans une prochaine activité. Sous quel format? Est-ce que le format actuel serait à privilégier? Est-ce qu'il y a d'autres formats que vous nous suggérez? Alors, on prendra bien note de vos suggestions et on pourra assurément proposer, ou la QCP proposera des activités à venir qui répondront très bien à vos besoins. Alors, je peux, Nathalie, passer juste un commentaire rapide. Oui, très bien. Il y a plusieurs personnes qui nous demandent soit si le support va être disponible ou comment réaliser davantage de lecture. À la suite de l'activité, on va finaliser le support pour pouvoir le rendre disponible à la QCP. Donc, vous pourrez recevoir là, toutes ces belles sources documentaires, des vidéos, etc. Et puis, comme d'habitude avec Codev Action, si vous avez et avec la QCP, si vous avez besoin de davantage